Arrivé à Reykjavik, j'eus en 3 heures visité non seulement la ville, mais ses environs. Pas d'arbres, pas de végétation, pour ainsi dire. Partout, les arrêts de vivre des roches volcaniques. Je rejoignis mon oncle qui causait en danois avec un homme vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, percés dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. De longs cheveux tombaient sur ses athlétiques épaules, tout en lui révélant un tempérament d'un calme parfait. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance et que dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée ni troublée. Il se nommait Hans Beckel. C'était notre futur guide. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle. Cependant, ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marché ne fut plus facile à conclure. Le départ fut fixé au 16 juin. 48 heures restaient encore à passer. Je dus les employer à nos préparatifs. Les instruments comprenaient un thermomètre centigrade de Hegel gradué jusqu'à 150 degrés, qui me paraissait trop ou pas assez. Un nanomètre à air comprimé. Un chronomètre de Boissonnas jeune de Genève. 2 boussoles d'inclinaison et de déclinaison. 2 appareils de Rumskorff et une lunette de nuit. Les armes consistaient en 2 carabines de Pordlemore Echo et de 2 revolvers Colt. Pourquoi des armes? Nous n'avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmine-coton inaltérable à l'humidité et dont la force expansive est fort supérieure à celle de la poudre ordinaire. Les outils comprenaient 2 pics, 2 pioches, une échelle de soie, 3 bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer et de longues cordes à nœuds. Le paquet de provisions n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour 6 mois de vivres. Le genièvre en formait toute la partie liquide et l'eau manquait totalement. Mais nous avions des cours et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température et même leur absence étaient restées sans succès. À 5 heures du matin, le hennissement de 4 chevaux qui piaffaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue. Là, Hans achevait de charger nos bagages. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. D'ailleurs, me disais-je, qu'est-ce que je risque? De voyager au milieu du pays le plus curieux? De gravir une montagne fort remarquable? Au pied allé, de descendre au fond d'un cratère éteint? Il est bien évident que ce Saknussemm n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure imagination, pure impossibilité. Donc prenons ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Reykjavik. Donc, si on résume, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 3 à partir du début? Quand on commence le chapitre 3, on se rend compte que Reykjavik, c'est une ville qui est très froide, qui va être très hostile. On parle qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc, quand on dit que les arrêts de vivre des roches volcaniques, des arêtes, c'est des coins, hein? Donc, tout ça, ça veut dire que c'est vraiment des roches qui étaient pointues. C'est pas un milieu qui va être très rassurant physiquement. On dit aussi que l'oncle s'en va dans cet endroit-là et qu'il cause avec un Danois, qui est un homme dont on va réaliser à la page suivante, qui va être le futur guide. Donc, on décrit l'homme, on dit le grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ce qui veut dire que l'homme qui est devant nous, c'est un homme qui a de l'air très fort, qui a de l'air, probablement qu'il est très grand physiquement. Donc, à partir de la page 16, on peut s'imaginer un petit peu physiquement. On se pose des questions. Bon, c'est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi que l'oncle s'en va rencontrer cet homme? Puis ce qu'on se rend compte, c'est que l'homme se nomme Hans Begel et le neveu dit que ça va être le futur guide.
Donc, c'est quand même un personnage qui va être important dans l'histoire. Il faut se rappeler que le guide, donc ceux qui vont les mener dans tout ce périple-là, qui vont les accompagner tout au long, on va l'appeler Hans. Ensuite, on commence à parler qu'on prépare le voyage, qu'il y a plusieurs préparatifs qui sont nécessaires. À la page suivante, on va les décrire. Il y a des termes qui sont quand même particuliers. Un chronomètre de boissonnage jeune de Genève. OK, je comprends, là, c'est un terme qui est difficile, mais pensez juste à un chronomètre, pas obligé d'aller vraiment dans le détail. Dites-vous aussi que c'est une histoire qui ne se passe pas présentement. Donc, ce sont des outils qui existaient autrefois et qui avaient une appellation différente, mais on peut quand même savoir approximativement là, de quoi ça peut avoir l'air. Puis, si on se rappelle un petit peu l'univers de Long, c'est quand même un monsieur qui est spécial. On l'imagine dans son... pas dans son laboratoire, mais dans son atelier avec ses roches puis plein d'outils. Fait que ça reste dans la même dynamique. Si on regarde aussi la page qui suit, juste ici, on continue à parler du matériel qu'on va avoir de besoin pour l'expédition. On parle d'armes. Donc, on dit 2 carabines de Purdley-Moore & Co. Et 2 revolvers Colt. Donc, ça, c'est probablement des noms de revolvers ou de fusils. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pensez encore au fait qu'on parle d'armes. Référez-vous au texte. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, on parle de carabines, de revolvers. Donc, ce sont des armes. Et finalement, on parle à la fin aussi de la nourriture avec lesquelles ils vont partir. Ce qui est drôle aussi, c'est que le paquet des provisions n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour 6 mois de vivres. OK? Donc, on s'entend qu'ils s'en vont là, puis qu'ils ne savent pas quand ils vont revenir. Ils partent avec beaucoup de nourriture, mais ce n'est pas une très grosse diversité. Là. Ils partent avec le strict minimum. Et finalement, si on regarde à la toute fin, on finit le chapitre. Et on se rend compte que le neveu est de moins en moins stressé. Au début, lui qui se disait « Oh mon Dieu, dans quoi je m'embarque? » Il se pose des questions, puis il se dit « Mais qu'est-ce que je risque? De voyager au milieu du pays le plus curieux, de gravir une montagne fort remarquable, au pire aller de descendre au fond d'un cratère éteint? » Donc, il se rend compte finalement que, oui, tu sais, ça va vivre une aventure, mais... Tu sais, ce qu'il faisait chez lui, tranquillement, là, toute seule, je me rends compte que ça va peut-être être une aventure qui va être intéressante, puis qu'est-ce que je peux bien risquer? Et on se rend compte à la fin, ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Reykjavik. Donc, on va vraiment entrer dans le vif de l'histoire, puis vraiment, là, dans l'important, dans l'énigme qui va se passer dans les prochains chapitres.